Moltes gràcies, Tariq. Felice, sisplau. Oui, voilà. Merci beaucoup. Moi aussi, je remercie vivement l'IEMED. Et c'est toujours un plaisir pour moi aussi d'être à Barcelone. Je crois que j'ai déjà été aussi dans cette salle parce que c'est un climat chaleureux et intellectuellement stimulant. Je ne fais que redire chaleureux, oui, ce que Tariq Ramadan a dit. Alors, mais mon propos va un peu en continuité avec ce que M. Ramadan vient de dire. Parfois, je ne sais jamais comment on me situe par rapport à Tariq Ramadan. Parfois, on me met en opposition, ou parfois d'autres, ils m'accusent d'être trop ami de Tariq Ramadan. Ce qui fait que je crois que la chose réelle, c'est que chacun pense de son côté, et parfois on se rencontre, et parfois on diverge, et c'est ça le travail intellectuel de cette autonomie, l'exercice de cette autonomie d'esprit et de l'intelligence qui est la nôtre. Mais ce que Tariq Ramadan a dit me permettra d'aller plus vite sur certaines choses et de m'attarder sur d'autres. Pour arriver à ce qui est mon argument, qui est à comprendre au départ ce constat, qui est l'évidence même, mais que désormais l'Europe connaît cette présence stable, permanente. L'Europe est aussi musulmane désormais. C'est clair et c'est net. Mais en même temps, ce constat, ayant dit cela, depuis quelques années, je me dis, oui, mais dire cela, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Parce que je pense que la réalité de l'islam européen, des musulmans en Europe, est confrontée à des défis nouveaux qui sont différents de ceux qu'on a vécu dans les 30 dernières années ou dans les 40 dernières années de présence musulmane. Je voudrais pointer dans mon exposé ces défis nouveaux, ces enjeux nouveaux auxquels les musulmans sont confrontés, mais auxquels nous tous, musulmans et non musulmans, nous sommes également confrontés. Donc c'est un peu ça le cœur de mon exposé. D'abord, il y a cette histoire du passé, mais je ne vais pas la refaire parce qu'elle est connue. Cette présence progressive, on la connaît. Moi, j'ai essayé de circonscrire dans mes travaux sur l'islam européen 4 grands moments de la présence de cette visibilisation de l'islam en Europe, qui n'est pas reliée, et là je dirais, il faut faire attention, me semble-t-il, quand on parle de ça, ce n'est pas relié à la présence des personnes originaires de pays musulmans. En Europe, il n'y a pas 15 millions de musulmans. Il y a 15 millions de personnes d'origine directe ou indirecte d'un pays musulman, dont une partie a réactivé les références religieuses. Heureusement, parmi ces personnes d'origine musulmane, il y a des agnostiques, des athées, des indifférents, et une partie d'entre eux a activé sa référence. Cette identité entre présence d'origine ethno-nationale et référentiel religieux est constant, est une erreur constante. Les médias font cette erreur constante. En Europe, il y a 15 millions. En Belgique, il y a 400 000 musulmans. Non, non, non. Il y a une partie de cette population qui... Pourquoi? Pour la simple raison que être religieux, ce n'est pas une affaire génétique, ça on le sait. Ce n'est pas une affaire culturelle et de naissance. Et ça, en Europe, on le sait, et aussi dans les pays musulmans. C'est une affaire de plus en plus de choix. Et en partie de tradition, mais de choix. Donc on parle bien ici, et je parlerai de cette partie de la population qui a activé ces références religieuses. Combien, un tiers, un quart, on n'a pas de données statistiques précises, mais ça tourne autour de cette population-là. Ce qui est beaucoup, ce qui est important, et ce que dans la succession de générations, on voit qu'elles n'étant pas en train de s'épuiser. Les jeunes générations reprennent ce flambeau des référentiels religieux et le réactivent à leur manière. Mais c'est une partie des nouvelles générations dites musulmanes. Donc cette population a commencé dans les années 60 avec un islam neutralisé, occulté. Entre les années 75 et 85, ça a été le grand enthousiasme religieux, le grand enthousiasme religieux. On a commencé à bâtir des salles de prière, à construire, à s'activer. En même temps, première inquiétude, on le sait, Khomeini arrive au pouvoir, première inquiétude de l'intégrisme. Alors, années 85, 95,
une sorte de crainte en absence devant cette inquiétude montante. Me semble-t-il, il y a eu un repli des communautés, les leaders ne savaient pas faire face, et les communautés n'étaient pas assez fortes pour faire face à ces critiques, et donc elles se replient, elles consolident fortement le travail intracommunautaire. Et à partir des années 95, il me semble qu'il y a eu un nouveau élan, comme un passage, un début de passage d'une transition de génération, et puis certainement, il y a eu là, après 2001, après le 11 septembre, une entrée en crise, mais la crise n'est pas seulement le 11 septembre, la crise est aussi, que je crois, il y a une crise dans la transition générationnelle à l'intérieur de l'islam, et j'en parlerai dans la suite. Au bout de ce processus, les résultats sont là. Les musulmans, par leurs énergies, par leur enthousiasme, ces musulmans actifs religieusement, ont maillé le territoire, ont fait un maillage du territoire avec des salles de prière, des associations. Il y a eu vraiment une structuration du territoire religieusement, territoire des villes, territoire même des villes moins importantes. Comme disait Tariq Ramadan, dans ces années également, il y a eu tout ce débat très ambivalent, très complexe, très difficile autour, que vous avez connu en Espagne, mais que tous les pays européens l'ont connu, autour de trouver une manière d'insérer l'islam à l'intérieur des institutions publiques, des institutions de l'État. En gros, la revendication musulmane a été d'aligner l'islam sur le même statut des autres religions. Alors, c'est très comique, la réalité, très comique, elle est très intéressante, la réalité des pays européens quand on la compare. On est en Europe, dans les rapports État-religion, devant des idéologies très différentes. Pensez entre le discours de la laïcité à la française ou le discours allemand, hollandais ou anglais. Il y a bien des discours différents, mais ce qui m'a toujours intéressé et impressionné, c'est comment, en quelque sorte, les musulmans ont forcé les États en gros à faire la même chose. L'enthousiasme religieux musulman, quand on regarde dans la pratique ce que les États ont fait pour tenter de répondre aux demandes des musulmans, en gros, au-delà des idéologies, tout le monde a tenté de donner le même type de réponse. Trouver un espace et une solution pour la question des salles de prière, les cimetières, etc., et d'autres aspects de l'organisation. Donc ça, c'est le passé. Maintenant, la question est qu'est-ce qui est en train de se dessiner dans l'avenir? Quels sont les enjeux? Faisons un peu de prospective. Et moi, pour l'exposé de ce soir, j'ai identifié 5 grands enjeux auxquels les musulmans et nous-mêmes, non-musulmans, tout le monde, les sociétés, sont confrontés. Pourquoi les sociétés? Mais parce que justement, comme disait justement, et là je suis tout à fait d'accord, j'ai l'habitude de dire, les musulmans ne sont pas faits, et parfois je suis mal compris quand je dis cela, les musulmans ne sont pas faits pour être minoritaires et pour être diasporiques. Je dirais que l'islam est fait pour entrer de plein pied à l'intérieur des sociétés. Et les musulmans ont fait la preuve de vouloir entrer de plein pied à la société. Et quelque part, leur problème vient du fait qu'ils frappent trop fort dans les sociétés. Ils frappent trop fort à la porte des sociétés. Ils veulent y entrer trop vite, peut-être. Et quand je dis ça aux jeunes musulmans, ils se disent, mais oui, mais 40 ans, c'est long. Mais à mon âge, 40 ans, on trouve que ce n'est plus tellement long et que ça va quand même vite, quoi. Donc, et dans des processus aussi importants, aussi gigantesque que cette rencontre de civilisation et de religion auquel on est confronté en Europe avec la présence de l'islam, qu'est-ce que c'est 40 ans? Rien. C'est une miette, c'est un instant. Donc on est là, donc ils frappent très vite et ils veulent entrer. Donc quels sont ces défis et quels sont ces enjeux? Pour moi, le premier défi, le majeur des 10 années à venir, est le défi intellectuel. Et là, je suis un peu sévère. Si on regarde les leaders intellectuels, les leaders qui ont joué un rôle, on sait, dans toute organisation, dans toute réalité sociale, les leaders, les cadres jouent un rôle central, jouent un rôle central sur le plan intellectuel, sur le plan organisationnel, à tout point de vue. Alors quand on regarde ces 30-40 dernières années passées, eh bien, qui étaient ces leaders qui ont pris en main la communauté musulmane? C'était des immigrants reconvertis,
qui avait fait éventuellement un peu d'études coraniques dans les pays d'origine, étaient pas mal de réfugiés politiques issus des frères musulmans ou d'autres natures qui étaient arrivés, notamment après les années 80, les persécutions en Syrie, etc., qui étaient arrivés ici. C'était alors les nouvelles générations, ce que j'appelle les beaux-fils, arrivés par mariage en Europe à partir des années 80 et qui avaient été socialisés à l'islam et puis les convertis à l'islam. Ces personnes ont joué là un certain rôle, un rôle important, un rôle sur le plan surtout de l'organisation. Ces personnes se sont occupées surtout et inquiétées surtout d'organiser l'islam, de doter l'islam européen de ses infrastructures, de ses mosquées, de ses salles de prière, de doter de ces structures. Je pense que, ces leaders sont arrivés aujourd'hui, qui arrivent aujourd'hui à l'âge de la maturité quelque part, parfois à l'âge de la pension, de la retraite, parfois ils décèdent. Eh bien, ces leaders ont montré aujourd'hui toutes leurs limites. Aujourd'hui, il y a une carence intellectuelle fondamentale au sein des leaders musulmans européens. Non seulement il y a une carence intellectuelle fondamentale, mais il y a aussi une carence de leadership. À la limite, il y a trop de leaders en islam et il n'y a pas de leadership. Leadership entendu comme lorsque une élite quelconque, quelle qu'elle soit, a une certaine cohérence. Elle se comprend, même si elle n'est pas d'accord sur tout, mais elle se comprend, elle parle le même langage. Or, il n'y a pas de leadership. Et ces leaders ont une carence intellectuelle fondamentale. On le voit au moins dans deux cas. Premier cas, à part évidemment des éminentes exceptions, hein, c'est évident. Hein, mais ces éminentes exceptions, on ne peut pas que l'arbre ne doit pas cacher la forêt. La forêt est ce qu'elle est. Mais c'est grave. C'est grave. Et premier fait, l'absence totale de capacité de réponse convaincante dans toutes les questions que les non-musulmans ou qui se posent à l'intérieur de la société européenne face à des enjeux liés à la présence de l'islam. Il n'y a pas de réponse convaincante de la part de la plupart des leaders. Il y a une apologétique, il y a une volonté de défense tout à fait courageuse, tout à fait intéressante, mais il n'y a pas d'argumentation convaincante. Deuxième, à mon sens, ce leadership intellectuel n'est pas non plus capable de produire du sens pour les jeunes générations musulmanes. Il produit de la norme. Il va dire ce qui est licite et ce qui est illicite. Mais elle ne produit pas du sens. Qu'est-ce que c'est être musulman aujourd'hui? Il ne suffit pas de le dire, mais il faut aussi de l'expliquer. Ce qui fait que la porte est ouverte à ceux qui disent que le sens est la norme, les Corans néo-salafistes, ou ceux qui disent que, etc. Donc, il y a là, je crois, une double carence intellectuelle dans les rapports avec les non-musulmans et des enjeux de société. Ce n'est pas seulement des enjeux pour les non-musulmans, c'est des enjeux pour tout le monde. Il y a une carence là, et il y a, me semble-t-il, une faible élaboration intellectuelle. Pour moi, les courants réformistes de l'islam, qui seraient capables de donner un sens, elles sont tout à fait minoritaires et minorisées, et encore en phase de construction à l'intérieur. D'où, quelle est l'urgence? Pour moi, aujourd'hui, la plus grande urgence en Europe n'est pas tellement encore de bâtir de nouvelles mosquées, ce à quoi s'accrochent beaucoup de musulmans. Ce n'est pas tellement de reconnaître le statut de l'islam ou de les carrés musulmans. Oui, c'est ça aussi. Mais la grande urgence aujourd'hui, c'est de comment, pour les musulmans, mais aussi pour les non-musulmans, comment construire une élite intellectuelle musulmane de demain. Comment la préparer. Pourquoi l'urgence est grande? Parce que si vous êtes un jeune musulman aujourd'hui en Europe, et pour les raisons qui sont les vôtres, vous voulez approfondir votre foi, vous voulez faire des études supérieures, où est-ce que vous allez les faire? Dites-moi, en Espagne où vous allez, en Catalogne où vous allez, dites-moi en Belgique où vous allez, dites-moi en France où vous allez pour le faire. Vous allez écouter les conférences de Tariq Ramadan, mais ça ne suffit pas. C'est tout à fait important, c'est tout à fait intéressant comme stimulation, mais ça ne suffit pas. Et ça ne crée pas des leaders intellectuels, des savants intellectuels. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Au moins dans ce que je vois en Belgique, ils vont étudier à Jeddah, ils vont étudier à l'université de Médine, et ils reviennent. Et voilà que la semaine passée, il y a les élections en Belgique,
Et le leader d'une mosquée, un jeune musulman, deuxième génération, on ne peut plus belge, bien plus belge que moi, et il est revenu, et leader d'une mosquée de Bruxelles, et il sort un tract toute boîte, n'allez pas voter parce que c'est voter pour le gouvernement impie. C'est ça, la jeune élite musulmane. Et c'est ça l'urgence. Et l'urgence est d'autant plus grande. L'urgence est d'autant plus grande que, on le sait, quand on fait du travail dans des institutions, que si vous faites quelque chose aujourd'hui, en termes de création d'une université, d'un institut supérieur, mais les résultats, c'est dans 10 ans. Les résultats, c'est dans 10 ans. Et donc, c'est urgent aujourd'hui de mettre en place et de créer ces réalités. Pour que cette transition intellectuelle entre la première génération qui a joué ce rôle intellectuel, ou les premières générations qui ont joué, puisse avoir lieu. Parce qu'on risque d'avoir, dans les prochaines années, un vide intellectuel. Parce que les leaders de la première génération, anciens frères musulmans ou issus de frères musulmans ou étudiants, etc., ceux qui s'étaient formés sur l'État et qui ne suffit pas, eh bien, n'auront pas de relève. N'auront pas de relève dans les prochaines années. Où sont ces futurs intellectuels? Avec ces accents un peu dramatiques et un peu expressément forcés pour caricaturer, c'était seulement pour montrer cet enjeu. Parce que c'est à partir de là qui se pose la question du devenir de l'islam européen. On l'a dit, et des éminentes figures ont fait passer cette idée, c'est l'islam d'Europe et pas seulement l'islam en Europe. Mais on l'a dit, mais il ne suffit pas de le dire parce que d'autres enjeux, il faut aller plus loin encore dans la réflexion et dans l'élaboration. Et c'est alors mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est que l'enjeu futur est un enjeu de relation entre musulmans et non musulmans. Pas du tout de relation entre musulmans et chrétiens. Ça, c'est pas l'enjeu majeur. Mais c'est l'enjeu des relations entre musulmans entre islam et société, musulmans et société. Parce qu'on a bien vu, dans tous ces conflits qui réémergent, qui ressortent, dans toutes ces crispations qui continuent, on a bien vu qu'on n'a pas éclairci toutes les questions. On n'a pas vidé tous les arguments. Il y a eu beaucoup de controverses, mais une controverse, c'est quoi? Je suis pour et tu es contre. C'est ça une controverse. Le foulard tout le débat a donné objet à des controverses. Je suis pour et tu es contre, et je suis contre, etc., etc. Or, ce n'est pas des controverses qu'il faut, c'est des débats. Des débats argumentés, des débats diffus dans la société où l'échange d'argumentation, là on peut faire un peu d'Habermas, l'éthique de la discussion et tout ce que vous voulez, où l'échange, la discussion doit aller très loin. C'est un peu ce que j'avais essayé de développer dans l'ouvrage qu'il a eu l'amabilité de citer tout à l'heure, La rencontre complexe, et qu'on a voulu mettre en œuvre. Toute l'année 2005, on l'a passé en organisant des débats, mais où on mettait tout le monde autour de la table, et non pas les porte-paroles habituels de l'islam ou des non-musulmans spécialistes, mais des gens, je dirais, de tout le monde, non les porte-paroles habituels. Et on mettait quoi autour du débat? On mettait, depuis le non-musulman belge, le chrétien bienveillant, jusqu'au celui de la droite flamande, par exemple, des nationalistes flamands, jusqu'aux musulmans modérés, comme on dit, et jusqu'aux musulmans radicaux. Et on les faisait débattre sur certaines questions, l'islam politique, le foulard, on a invité les jeunes, la sexualité, tout ce que vous voulez. Et on a vu comment l'importance et la nécessité de ce débat. Pourquoi? Parce qu'on a vu comment ceux qui défendaient de ces positions, que ce soit d'un côté comme de l'autre, n'avaient pas toujours les arguments pour aller au bout de leur réflexion, pour aller devant la contradiction des autres, il ne manquait des arguments. Moi, c'est une des choses qui m'a frappé le plus, par exemple, l'absence dans les débats de l'idée construite de savoir ce que c'est démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire démocratie? Et c'est un débat qui va revenir lorsqu'on a fait deux ateliers autour de l'islam politique. C'était des réunions qui se répétaient sur plusieurs soirées. Et c'est contre la démocratie. Mais quand vous demandez à un non-musulman, mais qu'est-ce que c'est la démocratie? Démocratie égale liberté. Parce que dans l'individualisme contemporain, démocratie égale liberté. Mais non, si vous dites que démocratie est égale liberté, alors là, chacun a la liberté de faire ce qu'il veut. Donc tout est possible.
Donc la liberté est importante, fondamentale pour la démocratie, mais ne suffit pas pour fonder l'idée de démocratie. Et on a vu dans ces débats comment tout le monde avait besoin d'avancer dans la réflexion, avancer dans l'argumentation, avancer dans l'échange réfléchi. Donc, moi, je pense qu'il y a aujourd'hui l'urgence, que ce soit dans le mouvement associatif, dans le mouvement universitaire ou des choses comme ça, d'avancer dans cet échange. Parce que ça ne suffit pas non plus d'avoir des revendications culpabilisantes réciproquement ou des affirmations qui tentent de contrecarrer au tac au tac. Ça ne suffit plus. Il faut argumenter à fond, dans la conviction que justement, je crois que Tariq Ramadan le disait, la présence de l'islam change beaucoup de choses. Toutes nos sociétés changent, bien entendu, pour beaucoup d'autres raisons, mais la présence de l'islam contribue également à changer les choses. Mais alors, pour ce débat, la question est les interlocuteurs. Les interlocuteurs. Du côté musulman, c'est toute la question que j'ai évoquée tout à l'heure, éventuellement les interlocuteurs musulmans. Mais en même temps, ce qu'on a vu dans ces débats, c'est que dans une société comme la société belge, qui est une société fondamentalement agnostique, qui n'a plus de culture religieuse, peut-être ce n'est pas la même chose ici, eh bien, le problème des musulmans croyants, c'est qu'ils ont en face des interlocuteurs qui ne comprennent même pas ce que religion veut dire. Qu'ils ne savent même pas, quand on leur dit religion, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Donc les musulmans et les croyants, peut-être en général, ont le problème devant l'ignorance religieuse du monde ambiant de ne pas trouver. Donc il faut reconstruire tout le débat à partir de la reconstruction de la culture. Tu dois expliquer ce que c'est la foi. Mais quand vous expliquez ce qu'est la foi à quelqu'un ça ne lui passe même pas par la tête ce que la foi voudrait dire, ça devient très difficile et le débat est difficile. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Alors, je saute un point, encore, je termine. Oui, pardon, oui, je termine. Encore 2 minutes. Je pense un troisième enjeu est un enjeu alors plus proprement politique, dans le sens d'une politique politicienne. Je ne sais pas comment on traduirait en catalan politique politicienne. C'est ce que je constate apparaître dans les pays de plus ancienne immigration musulmane, de plus ancienne présence musulmane, où les musulmans sont désormais des citoyens du pays et ils commencent à entrer dans le jeu politique. Ce qui est en train de se passer, c'est que l'islam devient politique dans le sens partisan. Pourquoi? Parce que les musulmans deviennent des électeurs. Donc les partis commencent à être intéressés à capter le vote des musulmans. Donc vous commencez à voir, par exemple, des phénomènes étranges, un réseau de mosquées socialistes. Un réseau de mosquées socialistes. Vous commencez à voir des phénomènes de ce genre. Et les musulmans ne voient pas toujours toutes les dérives que cet enjeu-là peut avoir. Ils n'ont pas la même structure d'église qui filtrerait, qui canaliserait éventuellement. La structure d'église, elle a souvent été de support à certains partis politiques, les partis chrétiens, mais ici, ils ne voient pas bien. Donc, ils sont là partagés entre différentes choses. Et alors, dernier point, mais Tariq Ramadan l'a dit, c'est l'enjeu sociétal, l'enjeu de position sociale des musulmans et des jeunes musulmans. En sachant que pour ce que je constate, les musulmans, les jeunes d'origine musulmane qui s'activent religieusement s'inscrivent dans des dynamiques, souvent, une partie au moins, de mobilité sociale. L'islam est un facteur de motivation à l'étude, de motivation au travail, de moralité, etc., etc. Pas seulement, donc ne recourons pas à l'islam pour résoudre les problèmes des banlieues, non pas seulement, mais il y a quelque chose de ce genre. Voilà, c'était les enjeux. Pour dire que cette nouvelle présence doit être traitée, à mon avis, ni sans pessimisme, mais sans non plus un optimisme béat, un optimisme innocent. L'interculturel n'est pas en soi, que l'islam représente, ou le nouvel interculturalisme, n'est pas en soi, à mes yeux au moins, une réalité bonne en soi. Elle est bonne si on la fait devenir telle. Et alors là, chers amis, il y a du travail sur la planche. Merci beaucoup.
Bé.